Bon, je vous avoue qu'encore une fois, je pensais pas qu'il y aurait autant de films à rattraper durant le mois d'avril. Mais ce qui est bien, c'est que là, on a de l'éclectique, mais alors dans tous les sens. Je crois même qu'on voyage parmi les 4 coins du monde, tellement on arrive à avoir plein de choses dans ce rattrapage. Donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de passer tout de suite aux quelques films que nous avons loupés durant ce mois d'avril 2024. La société pousse souvent les gens à bout, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et parfois cela permet à des auteurs de partir d'une base qui pourrait sembler anecdotique pour construire le portrait moderne d'individus cherchant simplement à aller à l'encontre des modèles de notre époque pour sortir d'un système qui ne leur convient plus et qu'ils ont envie de renverser avec un geste qui sonne comme noble ou parfois même comme égoïste. Rodrigo Moreno décide de nous conter l'histoire de Los Delincuentes, que l'on pourrait traduire par les délinquants, le temps d'une épopée surprenante où un homme va prendre une décision qui va directement impacter un de ses collègues pour une épopée surprenante par ses choix dramatiques et par la forme que le cinéaste argentin lui donne, mais également une œuvre ancrée dans notre époque, dans nos mœurs, dans notre regard sur la société et sur ses modèles, le cinéaste cherchant à questionner la retraite, la vie privée face à la vie professionnelle, pour un film politique mais avant tout un film parlant de l'humain et de ses rapports aux autres. Cela étant magnifiquement renforcé par les deux interprètes principaux, Daniel Elas et Esteban Bigliardi, qui donnent à ces deux héros une forme très attachante, le temps d'une épopée dont ils deviennent les héros un peu malgré eux, il faut le dire. Doux portrait de société, tout de même assez amer dans son dénouement. Parler d'écologie mais avec une bonne histoire derrière, c'est pas une chose simple. De plus en plus d'auteurs veulent mêler cela, créer un film avec un propos, avec une vraie et intense dimension dramatique et accroché à la réalité, mais également simplement raconter une histoire, avec des personnages, avec un contexte, avec une vraie dimension narrative qui donne du corps à ce qui doit être véhiculé comme message. Édouard Bergeron revient avec La Promesse Verte, un film poignant et intense, pas forcément à la hauteur de son précédent métrage, mais qui cherche une nouvelle fois à traiter des rouages de notre politique intérieure, et du relationnel avec les autres aussi, dans un moment de 7e art jouant à la fois sur un message politique clair et assez virulent quant à notre époque, mais aussi voulant avant tout raconter le combat d'une mère et de son fils, et en ce sens, le cinéaste rejoint les thématiques déjà présentes dans son précédent film, avec ici une dose de divertissement plus grande, sonnant parfois comme un peu maladroite. Cela étant tout de même magnifiquement rattrapé par le jeu poignant d'une Alexandra Lamy qui se donne à fond et d'un Félix Moati extrêmement touchant et fort, dans un rôle plus en second plan, mais tout de même marquant. Un film plus grand public pour le cinéaste, mais il faut l'avouer qu'il marche très bien. Il y a des sujets où on n'imagine pas forcément certains points de vue. Que ce soit parce que le sujet sonne comme particulièrement dans l'air du temps, donc difficile à imaginer comme bien mis en relief dans un autre contexte que celui qui prend le dessus et qui semble cohérent, ou que ce soit simplement parce que la base de cela est un peu trop bancale pour parfaitement tenir la route. Teddy Lucie Modeste a voulu nous offrir, avec pas de vague, un film cherchant tout aussi bien à traiter de l'éducation nationale et de la complexité de créer un lien avec les jeunes, que de montrer également à quel point les mots impriment rapidement une certaine idée dans la tête des gens pour une œuvre pas forcément très subtile dans le message qu'elle cherche à véhiculer, mais où le metteur en scène donne à l'ensemble un ton et une ambiance anxiogène qui donnent une vraie intensité et montée en crescendo de la tension globale, permettant ainsi au film de se détacher d'une certaine image que l'on aurait pu lui coller pour devenir plus fort, plus universel, plus classique aussi, mais tout de même assez juste. Et de son côté, François Civil, qui prend clairement des risques avec un tel rôle, offre une prestation renversante d'investissement, l'acteur se donnant à fond pour rendre le parcours de son personnage troublant, perturbant, posant alors beaucoup de questions aux spectateurs, mais souvent les bonnes. Un projet surprenant, mais qui interroge plutôt correctement. Il n'est pas toujours facile de proposer un voyage au spectateur. Un voyage qui ne cherche pas simplement à se poser comme une longue plongée dans un cadre, un lieu, ou comme ici, dans un corps de métier, mais simplement une petite escapade avec des protagonistes sonnant comme assez charismatiques et assez imposants pour marquer l'esprit du spectateur et rester en tête à la sortie de la salle. Jean-Stéphane Sauvert revient avec Black Flies, une plongée dans le cadre des ambulanciers de la ville de New York, le temps d'un film qui se fait violence, qui se veut avant tout être une longue et intense immersion dans un cadre assez glauque et assez noir, porté par des protagonistes qui se veulent tout de même lumineux, ou en tout cas assez pour marquer le spectateur et lui donner envie de les suivre pour un long métrage que l'auteur français parvient à magnifiquement diriger, sans forcément innover dans le genre, mais en convoquant avec beaucoup de justesse des références cinématographiques surprenantes et efficaces qui donnent du cachet à ce moment de cette
7e art. Ajoutons que le duo de tête est particulièrement bon, Tye Sheridan démontrant une nouvelle fois qu'il est un immense acteur et qu'il faut continuer à le suivre, et Sean Penn démontrant que même s'il commence un peu à trimballer sa gueule, comme c'est ici un peu le cas par moment, elle donne une vraie force à ce moment de 7e art. Ça, c'est une chose qui est claire et nette. Un film intense, complexe et particulièrement bien mis en scène. Bon, il y a un moment, va falloir arrêter ça, hein. Je ne dis pas que toutes les sagas se doivent de s'arrêter au bout d'un certain nombre d'épisodes, mais parfois il faut bien avouer que certaines d'entre elles n'ont plus grand chose à raconter et donc se perdent dans un espèce de déroulé d'action et de personnages devenant clairement stérile et pas du tout développé. Elise Moon revient donc à la réalisation avec un nouvel épisode des aventures de Dukobu qui décide de passer au vert, le temps d'une aventure qui sonne comme un gros réchauffé pour le personnage, qui marche vraiment comme une espèce de long épisode de série pour enfants avec ce qu'il faut d'humour et de gags pour sonner comme proche des petits, mais ne parvenant clairement pas à embarquer les adultes qui vont être à côté et qui vont se sentir un peu à côté de la plaque au vu de ce que le metteur en scène français nous offre. Ajoutons que Semoun revient également dans le rôle de la touche pour une interprétation très caricaturale mais qui fonctionne assez bien dans son genre, démontrant que même s'il ne parvient pas à porter le film en tant que réalisateur, l'acteur, lui, porte tout de même bien son protagoniste bien comme il faut. Une comédie lourde, excessive et pas assez poussée dans sa catégorie pour finalement tenir la route. Faire du romantisme avec du social. Le mélange est assez audacieux. Et disons que dans le genre, le cinéma nous a montré par le passé que cela n'est pas toujours une très bonne idée, pouvant ou donner lieu à des œuvres maladroites, et pas du tout équilibrées pour ce qu'elles veulent transmettre, ou des objets de cinéma qui peuvent étonner, mais pas forcément révolutionner le genre. Julie Navarro nous offre Quelques jours, pas plus. Un film surprenant qui ne fonctionne pas totalement, l'archétype même de la comédie sociale qui se voudrait attachante, mais qui a du mal à sonner comme autre chose qu'un bon gros cliché de romantisme un poil ringard, emmené par des protagonistes qui se veulent avant tout attachants, notamment par une forme très à l'anglaise de composition de leur parcours dramatique et de leur évolution dans cette aventure, mais rapidement, cette subtile référence à un cinéma de qualité se perd dans un trop-plein de contexte social bien à la française, qui ne réussit pas à sonner comme important pour donner de la profondeur à cette aventure. Ajoutons que tout de même, le casting est assez juste, Benjamin Biolay étant assez surprenant dans un rôle de critique musicale qui lui va assez bien, et Camille Cotin fonctionnant bien dans un rôle qu'elle ne transcende pas, mais qu'elle rend attachant et émouvant. C'est très lambda et convenu, mais après ça passe sur l'instant. Une femme est un très bon moyen de questionner l'homme. Dans son sens le plus général, pas uniquement dans le sens du genre, pour donner lieu à une jolie réflexion sur notre époque, sur nos mœurs, sur notre rapport à l'autre, et parfois plus radicalement sur notre rapport à la féminité, chose si vaste et si subtile que parfois elle est traitée avec finalement peu de recul ou de subtilité justement. Stéphanie Di Giusto dresse le portrait de Rosalie, une jeune femme pas comme les autres, dans une société loin de ressembler à la nôtre. Quoique finalement, à bien y regarder, la cinéaste joue parfaitement autour de cela, le temps d'un moment de cinéma terriblement émouvant et juste, qui ne sonne pas toujours comme très subtil dans le traitement de ses protagonistes, ou dans le rapport à l'image, à l'émotion de ceux-ci, mais qui parvient avec une vraie justesse à emmener cette aventure dans une direction passionnante et terriblement émouvante. De plus, le film est porté avec brio par une Nadia Tereskiewicz particulièrement magnifique, l'actrice démontrant une nouvelle fois son talent face à une caméra qu'elle hypnotise du début à la fin, très bien secondée par un Benoît Magimel tout en nuances, ce qui fait bien plaisir. Un film délicat et doux, même s'il sonne comme très amer dans sa conclusion. Jouer avec les genres et déconstruire le cinéma. Vaste sujet, vous allez me dire. En tout cas, sur le papier, cela semble être une tâche d'une immense complexité pour un auteur, même si on se doute que s'il choisit de le faire, c'est certainement pour une bonne raison, la plupart du temps pour développer une réflexion autour de ses personnages et possiblement autour de la société. Ryusuke Hamaguchi revient avec Le mal n'existe pas, un thriller qui se construit sous ses airs de drame comme un immense western moderne, explorant la campagne japonaise avec brio, le temps d'un film toujours aussi poétique et sobre comme le réalisateur japonais a l'habitude de nous l'offrir, mais dans un écrin qui laissera certainement pas mal de spectateurs perdus, le film étant hypnotique et particulièrement juste, jusqu'au moment où les 5 dernières minutes du métrage rebattent les cartes et donnent l'impression de ne pas cerner ce que le cinéaste a voulu nous offrir. Reste que la performance de Hitoshi Omika dans le rôle de Takumi donne une vraie puissance à cet ensemble, l'acteur parvenant à capter quelque chose de terriblement sensible et simple dans le regard de cet homme sur l'évolution de son village qui donne énormément de puissance à la suite de son récit. C'est perturbant,
mais cela reste purement et simplement captivant. Il y a des phénomènes à côté desquels, je parle pour moi, des fois on passe à côté. Je ne dis pas que cela est une évidence de les voir venir, surtout quand il s'agit d'événements et de phénomènes culturels autour des mangas et de la culture des animés, mais parfois, franchement, avec tout ce qu'il sort, cela semble être d'une complexité immense de se tenir au courant de tout. C'est ainsi que débarque dans nos salles pour la première fois au cinéma l'adaptation de l'œuvre de Tatsuya Endo, Spy X Family, avec son épisode Code White. Pour un moment de divertissement bien explosif et bien allumé, qui sonne tout de même comme assez enfantin, voire même un peu ras la ceinture par moment, mais le tout au cœur d'un divertissement magnifiquement animé, avec une identité et une énergie complètement folles, qui donne un vrai cachet à cet ensemble, qui pourrait être un peu difficile d'accès pour les néophytes, mais qui s'avère tout de même captivant et prenant. Ajoutons à cela que le doublage, qu'il soit français ou japonais, fonctionne extrêmement bien, chaque acteur au Japon ou en France apportant un vrai tout qui donne une identité magnifique à ces différents personnages pour un divertissement qui marche, notamment grâce à eux. Un bon petit délire, bien allumé et bien déjanté comme il faut. Difficile de faire rire avec autre chose que de la comédie pure. Il est évident que lorsque l'on veut faire rire, on use souvent principalement de la comédie. Et certains auteurs aiment utiliser d'autres possibilités, d'autres opportunités, d'autres idées qui peuvent donner lieu à des moments d'humour, jouant un peu plus avec les personnages, les situations, que sur les blagues et les gags qui sont souvent au premier degré. Shane Atkinson a choisi d'opter pour le genre du polar comique le temps d'un voyage en direction de Larroy, au milieu du Texas, pour un objet pas forcément parfait en termes de construction et d'équilibre, et surtout qui récite très bien de manière frontale son petit Cohen pour les nuls, mais qui donne tout de même lieu à un joli petit moment de burlesque noir, entraînant le spectateur dans l'aventure d'un personnage pathétique, mais qui va devenir attachant au fur et à mesure d'une histoire surprenante et amusante dans ses rebondissements. Le tout étant porté par un casting de gueule du cinéma américain que vous connaissez forcément de près ou de loin, avec en tête le très grand John Magaro, immense acteur trop souvent malheureusement relayé au second plan, mais qui ici livre une prestation tout simplement hilarante et attachante malgré son côté bébête. Une comédie avec du fond, avec de la tension, mais surtout avec beaucoup de réjouissance. Yes! Encore une comédie française sur les clichés et sur les origines. Franchement, je ne sais pas quelle question bizarre se pose le cinéma français lorsqu'il se retrouve face à de telles propositions de 7e art, aucune ne sonnant comme vraiment originale ou surprenante, et à aucun moment ne cherchant réellement à embarquer le spectateur dans un moment de cinéma qui détonne et qui passionne. Si l'Ascension avait pu surprendre, ici et là-bas, le nouveau long-métrage de Ludovic Bernard n'a rien d'étonnant dans son genre, le cinéaste, surfant sur un tout assez cliché et convenu, le temps d'une œuvre pas du tout surprenante pour un sou, pour un moment de comédie qui a du mal à pleinement décoller et un moment d'émotion qui ne se révèle que durant ces dernières minutes, donnant la sensation d'avoir suivi le mauvais film durant une majorité de son temps avant qu'il aille dans la bonne direction. Après, Hakim Djemili et Ahmed Silla délivrent des prestations plutôt attachantes sans forcément qu'elles sonnent comme détonnantes dans leur genre, les deux acteurs surfant un peu encore et toujours sur les mêmes clichés et tics de jeu sans vouloir étonner les spectateurs. C'est du vu et revu, sans aucune saveur supplémentaire. Jouer autour du polar pour essayer d'en faire quelque chose de nouveau. Sur le papier, c'est ainsi que se pose le nouveau long-métrage d'un cinéaste qui avait offert lors de son dernier passage derrière la caméra une véritable et nouvelle proposition autour du film de procès pour un moment qui avait totalement convaincu, qui avait révélé une actrice et qui avait passionné les spectateurs. Stéphane Demoustier revient donc avec Borgo, un film puissant et intense, mais qui sonne également comme assez classique et même un peu convenu dans la mesure où l'auteur ne cherche pas plus que cela à explorer plus l'idée du genre qu'il convoque, soit un film de mafieux, mais dans un contexte réaliste, donnant lieu à un tout qui marche assez bien, mais qui n'explose jamais, à une tension qui tient la route, mais qui peine à donner de réels moments crispants, à un ensemble cinématographique léché et beau, mais qui ne brille jamais autant que son précédent métrage. Après, il faut bien avouer que le choix de Avia Herzi aide beaucoup à l'immersion du spectateur, l'actrice démontrant une nouvelle fois un talent indéniable pour camper des héroïnes du quotidien qui basculent, le tout entouré d'acteurs de second plan, tous plus géniaux les uns que les autres. On en attendait peut-être un peu trop, mais il faut avouer que tout de même, le cinéaste livre un bon film. Celui-là, il faisait un petit peu peur après l'adaptation que nous avait proposé Philippe Lachaud.
Sur le papier, j'ai envie de dire pourquoi pas. Au vu de ce que le réalisateur français a su faire du personnage, il était assez intriguant de voir ce que les Japonais allaient faire d'après celui du protagoniste développé par Hojo, et donc ce qu'ils voient aussi du personnage aujourd'hui dans une époque où il semble devoir évoluer. Au fond, cette version de Nicky Larson par Yuichi Sato est sympathique. Ne cherche pas forcément à détonner dans son genre ou à moderniser le héros, mais simplement à continuer dans la même veine de ce que les versions animées peuvent offrir dernièrement, soit simplement un personnage toujours aussi beauf, mais plus classe et un peu plus charmant que simplement pervers ou excessif, donnant lieu à une version un peu édulcorée, mais également entraînante et amusante tout de même. De plus, il faut bien avouer que la version du personnage que nous offre Ryuhei Suzuki est vraiment bonne, l'acteur se plaisant à donner du caractère et de la folie à ce héros pour un moment de divertissement qui se tient également par la présence de celui-ci. Une comédie d'action qui ne surprend pas, mais qui amuse. Et ça déjà c'est une bonne chose. Le contexte joue énormément, je trouve, sur notre regard de spectateur. Si un contexte donne un relief particulier à une œuvre de cinéma, cela peut souvent transformer quelque chose de cliché et de convenu en une œuvre surprenante et étonnante qui peut réussir à emporter les spectateurs dans un univers nouveau, une culture inconnue et un contexte qui passionne face à un écran. Kagvadulam pour Evoshir offre pour sa première réalisation, Un jeune chaman, une exploration étonnante d'un contexte culturel dans la même veine qu'un autre long métrage sorti en début d'année, pour un moment de cinéma qui sonne comme très classique dans la composition et l'évolution de sa narration, mais qui marche par l'œil étonnant et novateur que nous offre le réalisateur devant un moment de 7e art qui sonne comme convenu, qui passionne par le regard d'auteur que nous offre le metteur en scène et qui donne lieu surtout à un tout classique, mais dans le bon sens du terme. De plus, le jeune Tergei Bol-Erden, reparti avec un prix d'interprétation au dernier festival de Venise, offre une performance étonnante et absolument passionnante dans un rôle qu'il parvient à rendre très attachant et émouvant à suivre au fil d'un parcours dramatique que l'acteur transcende avec beauté. Un délicat voyage dans une contrée très lointaine. Sur le papier, certains films sont purement et simplement clichés. Ils ne le font pas exprès, heureusement d'ailleurs. Mais ils sonnent comme clichés, comme surfaits, comme convenus et comme faciles, et malheureusement, cela est souvent dû soit à un pitch, soit à un genre convoqué, soit même plus simplement à une bande-annonce qui a tendance à sonner comme du vu et revu. Sur le papier, Frères, le long métrage d'Olivier Cassas, sonnait exactement comme cela, avec son côté adapté d'une histoire vraie, récit avant tout centré sur l'humain, avec un côté mélodramatique, un peu forcé, mais au fond, malgré cela, il faut bien avouer que ce moment de 7e art fonctionne assez bien, sonne comme attachant, comme entraînant, comme beaucoup trop long, tout de même pour ce qu'il est, il faut l'avouer, mais arrive tout de même à nous émouvoir par un fond et par une forme, certes bien criard et tire-larme comme il faut, mais assez efficace finalement. Le cinéaste pouvant se reposer sur deux acteurs particulièrement attachants, Yvan Attal sortant un peu de sa zone de confort pour notre plus grand plaisir et Mathieu Kassovitz offrant une magnifique prestation tout en retenue et en justesse, parvenant avec brio à nous attacher de bout en bout au métrage. Un bon gros cliché donc du mélodrame à la française, mais qui fonctionne plutôt bien. Devenir réalisateur n'est clairement pas une chose simple. Surtout quand on vient d'un autre domaine assez opposé dans le monde du cinéma, mais que l'on côtoie pour autant chaque jour que l'on pratique son métier, comme c'est souvent le cas des acteurs qui se rêvent réalisateurs et qui veulent sauter le pas pour devenir metteurs en scène le temps d'une histoire qui leur parle. La jeune Louana Bajrami, dont le visage ne vous sera pas inconnu, passe donc à la mise en scène avec Notre Monde. Parcours de vie surprenant autour de deux jeunes femmes dans le milieu des années 2000 qui décident de se lancer dans le monde étudiant et de changer de vie pour un moment de cinéma particulièrement accrocheur et débordant d'énergie, partageant avec une grande fougue et une passion presque déchirante la difficulté d'un quotidien complexe au cœur d'un Kosovo en pleine crise, et même si la jeune cinéaste se perd parfois dans le déroulé de son film, il faut bien avouer qu'elle parvient à magnifiquement maîtriser son métrage. Ajoutons à cela que les deux jeunes actrices principales du film, Albina Krasniqi et Elsa Mala, sont toutes les deux absolument folles du début à la fin du film, partageant l'affiche avec brio et force tout du long d'un métrage dont elles sont l'énergie vitale et folle. Une vraie et bonne surprise pour un très joli moment de cinéma. Dresser le portrait du temps. Ça, c'est un sacré défi. Le temps. Quelque chose qui nous fait peur, soit parce qu'il passe trop vite, soit parce qu'il laisse l'opportunité au passé de prendre énormément de place et parfois de nous rappeler que l'humanité a commis des actes d'une densité, d'une horreur et d'une complexité telle qu'il semble difficile de poser des mots dessus.
Steve McQueen a voulu tenter l'expérience du documentaire au cœur d'une œuvre fleuve absolument phénoménale, immense récit de plus de 4 heures où le metteur en scène nous plonge dans la ville d'Amsterdam, dans son présent tout autant que dans son passé, pour un long voyage extrêmement difficile d'accès par sa longueur et son côté contemplatif, mais que le metteur en scène sublime par un œil unique, celui d'un homme cherchant simplement à constater le présent pour mieux mettre en relief la dure réalité de cette période 1940-1945 dans laquelle la ville fut plongée dans une horreur malheureusement quotidienne. Cela étant magnifiquement mis en relief par les textes issus de son atlas de Bianca Stigter, lu par Melanie Yams, donnant une portée encore plus quotidienne et donc fatale aux actions décrites, accrochées à ce que le metteur en scène nous montre avec sa caméra. C'est un sacré moment de cinéma, long et difficile d'accès, je le répète, mais qui vaut largement le coup d'œil. Difficile de faire de l'action avec ce qui semble être un concept un peu claqué. Disons que, comme beaucoup de productions américaines depuis maintenant plusieurs années, on sent que le cinéma d'action ne cherche pas forcément à proposer quelque chose de surprenant, simplement de l'efficace, du coup de poing, de la bonne grosse claque directe dans les molaires qui empêche le spectateur de réfléchir à la cause de ce coup. David Ayer revient avec The Beekeeper. Beaucoup plus grand public que ce qu'il a pu offrir dernièrement au cinéma, cherchant à donner lieu à un moment d'action qui se tienne pour ce qu'il est, soit simplement et radicalement une bonne grosse mandale dans les gencives avec un actionneur très débile qui ne veut pas forcément tortiller du cul, mais qui veut surtout faire en sorte que l'on s'amuse. Et il faut bien avouer que si rien ne surprend, que si rien n'étonne, que si rien ne détonne même dans son genre, le film a ces petits moments bien sentis qui font que même si cela aurait pu être un peu plus gore, ça reste divertissant et prenant. Et puis, on sent encore une fois que s'il donne le minimum syndical en termes de jeu, ce cher Jason Statham se marre toujours autant à distribuer les corrections à base de coups dans les côtes, rappelant que s'il peut être un grand acteur parfois, il aime surtout s'éclater et nous donner du plaisir avec son jeu de bras. Un actionneur bien basique, mais il faut le reconnaître assez efficace dans sa catégorie. Bon, encore une fois, on aura fait un sacré voyage ensemble. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous semble pas trop longue à chaque fois, mais voilà, il est important de montrer ces films et surtout d'en parler. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.